Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission qui parlera aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Alors, intelligence artificielle ou IA, c'est l'ensemble des techniques vouées à donner à une machine un semblant d'intelligence. L'IA se trouve implémentée dans un grandissant domaine d'application. Mais faisons un petit tour par la case histoire. L'idée vient des années 50 avec le mathématicien Alan Turing. Dans son livre Computing Machinery and Intelligence, il soulève la question de donner aux machines un semblant d'intelligence et décrit ce que l'on appelle aujourd'hui le test de Turing, où en gros un sujet va poser des questions à un humain, puis à une machine programmée pour donner des réponses sensées. Si par hasard le sujet ne fait pas la différence entre l'humain et la machine est dite donc intelligente. De Google à IBM, Facebook, Microsoft et autres, toutes les grandes entreprises du monde de l'informatique s'intéressent à l'intelligence artificielle car elle est applicable et utilisable de manière intéressante dans un grand nombre de domaines. Ils ont mis en place de grands serveurs qui font office de neurones artificiels qui traitent de lourds calculs dans une base de données. On y reviendra. Mais d'abord, il faut noter qu'il existe deux types d'intelligence artificielle. L'IA forte et l'IA faible. On va commencer par l'IA faible. Ce n'est pas vraiment, à proprement parler, une intelligence, mais plus un apprentissage artificiel. On lui présente des données, elle les stocke, on lui dit quoi faire avec, elle le fait. Mais du coup, elle est dépendante de l'humain et ne peut rien apprendre toute seule. On va prendre l'exemple de Deep Blue, qui a battu Kasparov aux échecs. Hormis les échecs, Deep Blue ne sait rien faire. Vous ne pouvez pas la battre aux échecs. Par contre, vous pouvez la battre à l'épreuve de l'ouverture d'une porte. Vient ensuite l'intelligence artificielle forte, qui elle est beaucoup plus autonome, apprend seule, est consciente d'elle-même et des autres, et surtout, n'existe pas. Genre pas du tout. On n'a pas le début du commencement de la queue d'une idée de comment faire une intelligence artificielle forte. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de Yann Lequin, qui est spécialiste de l'IA chez Facebook. Mais l'IA faible a quand même quelques avantages, sinon on n'en parlerait pas. La première, c'est la reconnaissance visuelle. Vous lui présentez tout un tas d'images et elle va les classer en fonction de, par exemple, la couleur, la forme ou le visage repéré. Vient ensuite la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale a le vent en poupe, avec les assistants virtuels capables de reconnaître les propos du langage naturel, de les interpréter, puis de répondre soit via une synthèse vocale, une traduction instantanée, ou alors en effectuant une requête relative à la commande. En gros, vous lui dites un truc, elle va l'interpréter et agir en conséquence. Au fur et à mesure de l'évolution des travaux sur le sujet, l'IA, au début ça semblait plus un gadget, mais maintenant c'est devenu un outil très important dans tout ce qui est le monde financier. Très utilisé en finance, dans l'étude des risques, dans tout ce qui est prêt bancaire et assurance, également dans l'aide décisionnelle militaire, et enfin dans le diagnostic médical. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, dans cette émission. Avant de continuer, quelques chiffres. En 2015, l'IA pèse 200 millions de dollars. On suppose qu'en 2025, elle pèsera 90 milliards de dollars. Mais ça, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, maintenant, pourquoi on utiliserait une intelligence artificielle dans le domaine médical ? En fait, il y a trois raisons. La première, c'est que moins d'erreurs, beaucoup moins d'erreurs. De deux, c'est parfait en oncologie, donc tout ce qui est lutte contre le cancer. Et enfin, la machine est infatigable. Comparé à un oncologue qui travaille 8 à 12 heures par jour, l'IA travaille 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours, 25 jours par an. Ce qui est pas mal. Mais l'IA ne remplacera pas la médecine humaine. L'IA ne remplacera ni le praticien ni le patient. Elle ne fera que donner des pistes, des idées, des indications, des probabilités et des statistiques pour améliorer la prise en charge et pour minimiser les risques d'erreur. L'IA sera simplement une corde supplémentaire à l'arc du corps médical. Pour citer un mec de Microsoft, Laurent Schlosser, aujourd'hui 98% de la santé, c'est du curatif. On espère qu'avec l'IA, on passera à plus grande partie en préventif. Rappelez-vous de mon épisode sur les nanorobots, combinez les deux et vous voyez qu'il y a quand même un truc un peu pas mal qui se dégage. Mais pour la conclusion, il faut soulever un petit problème. Mais genre, tout petit.
Une IA fonctionne parce qu'elle utilise une grande base de données. Ça veut dire qu'il va falloir collecter des données. Et là, on fait appel au big data. Or, si je dois le rappeler, le big data, c'est l'ultime flicage. Pourtant, il y a une raison qui fait qu'on devrait accepter, de manière logique, l'utilisation de big data dans le domaine médical. C'est qu'on pourra avoir des études cliniques moins chères en moins de temps. Simplement. Donc le problème n'est pas technique, il est politique. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'aime bien cette veste. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.